Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver avec Mariana Enriquez, sa traductrice Anne Plantagenet, l'interprète qui va traduire donc les propos de Mariana en français, Manuela Corelliano, et Adrien Bosque, qui est donc fondateur des éditions du Sous-Sol et qui va commencer justement à nous présenter sa maison et avec un bref exposé, mais pour présenter sa maison et notamment la connaissance qu'il a eue du manuscrit de Mariana Enriquez, dont il publie le deuxième ouvrage. Bonjour Anthony, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, parfaitement. Super. Bon, je vais être bref et je suis désolé pour le son parce que j'ai dû m'arrêter dans un café. Donc ce soir, ça sera un petit peu d'improvisation sonore pour chacun. Mais je suis ravi qu'on puisse se retrouver autour du livre de Mariana Enriquez, qui est un grand livre et un livre important pour la maison, qui est accueilli en fanfare dans cette rentrée. On en est plus qu'heureux. Donc c'était avec cette année Covid, on était en regret vraiment absolu de pouvoir retrouver Mariana en France. On l'avait déjà accueillie pour le précédent livre, mais là, on était vraiment dans plus grande peine de pouvoir la recevoir et votre initiative, en tout cas les rencontres en ligne, on est vraiment heureux de pouvoir le faire et d'organiser cette rencontre avec Mariana et Anne. Je vais faire un tout petit exposé de la maison qui fête ses 10 ans très exactement maintenant, enfin dans 5 jours. Donc ça, je pense que c'est un beau symbole que ces 10 ans soient marqués à la fois par le livre de Mariana Enriquez, celui de Laura Vasquez et celui de la réédition du classique de Joseph Mitchell. C'est des livres qui sont en pleine cohérence avec notre maison, à la fois d'aller chercher une littérature de non-fiction, comme on dit, de récit, qui est la ligne éditoriale initiale, à travers la traduction de récits, de reportages souvent américains ou étrangers, qu'on a pu publier en France, comme Guétalès, comme Joseph Mitchell, comme David Grann, et j'en citerai, je m'arrêterai là, mais il y en a bien d'autres, comme David Samuels, comme Suzanne Orléans. Bon, je pourrais continuer longtemps. Et puis une autre veine qui a été d'emblée celle de la maison, qui d'abord s'est déployée autour d'une revue qui s'appelait Feuilleton, et une autre veine qui est celle d'une fiction souvent étrangère, en tout cas au départ, de traduction, et qui cherchait une littérature, non pas d'expérience uniquement, mais une littérature une littérature de recherche qui n'a pas peur d'affronter le genre, de le changer, d'essayer de heurter un petit peu des frontières. Et le premier livre qu'on avait publié de la maison dans cette collection qui s'appelle Feuilleton Fiction et qui est la part, disons, de fiction de la maison, était une dystopie de Ben Marcus et qui racontait une pandémie. C'était il y a 8 ans. Une pandémie qui atteignait le langage et où les hommes se retrouvaient atteints d'une maladie qui détruisait leur langage et transmis par les enfants. Et à partir de là, il organisait tout son récit autour de la recréation de la langue et de deux personnages. Et je pense que voilà, ça traduit quelque chose en tout cas de la ligne de la maison. Et le livre de Mariana qui raconte, pardon, il y a un orage pas possible, donc je vais laisser la parole mais c'est un symbole, c'est l'orage dans la nuit de notre part de nuit. Donc il y a un orage pas possible à Paris. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est notre part de nuit et on ne peut plus symbolique de ce qu'on souhaite faire. Et on est très fiers de publier Mariana Enriquez. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, comment ce manuscrit nous arrive, il nous arrive aussi par le choix de publier d'abord ces nouvelles, ce que nous avons perdu dans le feu, et grâce à une éditrice qui n'est plus dans la maison, mais qui a fait beaucoup pour la maison, qui s'appelle Claire Docero, et qui a eu l'intuition, en lisant ses premières nouvelles, du talent immense de Mariana Enriquez. Elle a parié sur ces nouvelles, elle a parlé à Anne Plantagenet, elle a créé ce duo admirable, et on a pu imposer d'emblée, à travers un recueil de nouvelles, la voix de Mariana Enriquez en France, et on sait combien c'est dur pour des nouvelles. Et on a été payé de nos efforts, entre guillemets, parce que 2 ans plus tard, nous est arrivé ce manuscrit du roman. Et quel roman? Voilà, un très grand roman, un roman qui fera date. Et ça, on pouvait le supposer dans les nouvelles, mais c'est toujours un espoir qui peut être illusoire. Et là, il est ô combien, grand. Donc, je tiens ce soir à remercier celle qui avait reconnu la voix de Mariana Enriquez, Claire Docero, et son éditrice qui après a pris la suite, Marine Duval, et qui a suivi l'édition de ce livre. Merci Adrien, malgré les conditions, merci. Mariana, justement, vous avez écrit des nouvelles
qui ont été aussi traduites par Anne Plantagenet, donc qui risque de devenir la traductrice officielle de Mariana Enriquez, je l'espère en tout cas. Comment on passe de nouvelles à un roman qui fait près de 800 pages? Est-ce qu'il y a une différence véritable dans votre écriture et dans votre travail par rapport à ce changement de genre? Pues Mariana, usted escribió antes un libro de cuentos que también fueron traducidos por Anne Plantagenet. Esto nos hace esperar que este dúo va a seguir trabajando, esta pareja va a seguir trabajando junta. Y después ahora llega una novela que cuenta más de 700 páginas. Entonces, ¿cómo se pasa de una forma breve a una novela tan larga y qué diferencia hay en la escritura, en el método de trabajo? Bueno, buenas tardes primero para todos. Yo es extraño mi camino en ese sentido porque mis dos primeros libros fueron novelas. Esto en los años, uno salió en los años 90 y otro a principios de los 2000. Y mi tercer libro fue un libro de cuentos porque como que me aburrí de las novelas. Así que volver a la novela fue un regreso a la novela en realidad para mí. Pasa que los lectores de otros no saben de esas primeras novelas, ¿no? Entonces da la impresión de que empecé escribiendo cuentos, pero en realidad no, en realidad fue un regreso. Alors, bonsoir tout le monde. C'est vrai que j'ai une trajectoire un peu bizarre dans ce sens-là, parce que mes deux premiers livres étaient en fait des romans, et je vous parle des années 90. Mon troisième livre a été effectivement un livre de nouvelles, parce que le roman m'avait ennuyé quelque part, et donc j'ai voulu changer. Et maintenant, ce qui se passe, c'est un retour au roman. Alors, souvent, les lecteurs ne le savent pas, donc ils croient que mon début est un début lié à la forme courte, voilà, aux nouvelles, alors qu'en fait, mes débuts étaient liés au roman. De todos modos, hubo un deseo de hacerlo. Había escrito 2 libros de cuentos y estaba un poco cansada de la forma breve y quería la experiencia de una novela, que es más intensa, que es más inmersiva, que es más obsesiva. Quería volver a ese modo. Mais à la base, il faut dire qu'il y avait vraiment le désir de le faire, de revenir au roman. Après 2 livres de nouvelles, j'étais un peu fatiguée de cette forme de la nouvelle et je voulais expérimenter à nouveau l'expérience du roman, qui est une expérience plus intense, voire obsessionnelle. Très bien. Vous vous servez de différentes thématiques, que ce soit la filiation, que ce soit le genre gothique, le folklore. Et évidemment, cette relation entre le père et le fils transpire dans ce roman. Mais comment arrivez-vous à garder la tête froide en tant qu'écrivain et à ne pas sortir de votre idée de base? Parce que là, véritablement, il y a beaucoup de choses dans ce roman. Comment arrivez-vous à conserver cette directive à chaque fois, puisque c'est extrêmement fluide, malgré toutes les thématiques qu'il s'y retrouve? Pues en este libro hay muchos temas, hay el tema de la filiación, hay lo gótico, el folclore, la relación entre padre e hijo, y entonces hay realmente muchas cosas. Quería saber cómo consigue usted guardar la dirección, los temas fundamentales, a pesar de que se hable de muchas cosas y que se mezclen muchos temas de una forma tan fluida. Creo que el tema principal, como decís bien, hay muchos temas en la novela, pero el principal y en el que me enfoqué para no perder esa línea fue el tema de la herencia y de la relación de padres e hijos. Una vez que tuve claro que todos los personajes se iban a relacionar en principio de esta manera, después ahí pude poner música, folclore, ocultismo, etc. Pero sin perder de vista que
el tema principal era la relación de padres e hijos, también madres e hijas, la filiación, la herencia, en realidad. Alors, c'est vrai que le thème principal, alors vous avez raison quand vous dites qu'il y a beaucoup de thèmes, mais les thèmes principaux sont celui de l'héritage et de la relation père-fils. Et pour pas perdre de vue cette direction, effectivement, voilà, j'ai pu mélanger tous les autres sujets, musique, folklore, occultisme, mais sans jamais perdre de vue que l'idée principale devait être celle de cette filiation, de cet héritage, de ce rapport père-fils ou mère-fils. Alors Anne, c'est un peu grâce à vous qu'on arrive à lire ce genre de roman, puisque le rôle des traducteurs est essentiel, et notamment dans les rencontres que j'organise justement par rapport à cela. Comment vous avez, alors vous êtes romancière déjà, à de multiples reprises, mais également traductrice en passant de Dolores Redondo à Lucia Puenzo, et plus précisément de ces deux ouvrages de Mariana, mais comment vous la voyez dans le paysage littéraire et quelles ont été les principales difficultés pour la traduire en français? Bonsoir à tous. Hola Mariana. Hola, hola. Comme l'a dit Adrien tout à l'heure, c'est vrai qu'avec Claire Docero, qui était l'éditrice de Mariana, on a lu à peu près en même temps les nouvelles dont on parle, que nous avons traduit en français sous le nom donc Ce que nous avons perdu dans le feu. Et toutes les deux, on a eu cette réaction, on a été extrêmement saisis parce qu'on avait l'impression d'être devant un objet littéraire non identifié, en tout cas très différent de ce qu'on lisait dans le paysage français. Je me souviens avoir eu l'expression, j'ai dit à Claire, c'est du macabre magique. Les nouvelles de Mariana, c'était du macabre magique, c'est-à-dire qu'il y avait cette atmosphère, cette ambiance très, très, très particulière, noire, et en même temps tout à fait merveilleuse. Et donc, cette espèce de cadavre exquis que je suis en train de décrire, c'est peut-être là toute la difficulté de traduction à laquelle je suis confrontée, difficulté et défi, et en même temps, c'est toute l'excitation de traduire un texte de Mariana. Le roman, l'atmosphère du roman et la singularité de Mariana était déjà dans ses nouvelles. C'est certain. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y a un personnage, Adela, qui figurait déjà dans une des nouvelles à l'époque, dans Ce que nous avons perdu dans le feu, et qui, dans Notre part de nuit, devient un des personnages clés du roman, on va dire. Donc, il y avait énormément de choses, il y a des passerelles entre ces deux textes. C'était pour moi, en effet, c'est assez idéal de commencer par traduire des nouvelles pour ensuite traduire un roman de cette ampleur, de ce souffle-là, de cette ambition-là. Et voilà, la particularité, je trouve, de l'écriture de Mariana, c'est il faut arriver à rendre voilà, cette dualité-là dont j'ai parlé, c'est-à-dire à la fois une atmosphère, une ambiance, quelque chose qui est à la fois très noir, dans justement ce qu'elle vient d'expliquer, dans les relations, particulièrement les relations enfants-parents. Il y a toutes ces tragédies non dites, il y a toutes ces douleurs qui sont enfouies, toute cette non-communication qui crée justement la souffrance. Et là-dessus, il y a tout ce qu'elle ajoute, en effet, l'occultisme, la noirceur, la magie noire, je ne sais pas, enfin, tout ça. Il faut réussir à rendre à la fois cette ambiance, à la fois la précision de ce qu'elle choisit, les mots qu'elle choisit, les phrases, le rythme, le chant. Enfin, voilà, la voix de Mariana est vraiment parmi tous les auteurs et autrices que je traduis, et je traduis pas mal d'autrices argentines également. Mariana est tout à fait à part. Elle a effectivement ce souffle, cet univers qui n'appartient qu'à elle, voilà, à la fois quelque chose de très noir et de très lumineux. Donc c'est tout le temps, on est tout le temps dans la dualité avec elle, et
extrêmement excitant, génial à traduire. En fait, c'est un grand privilège pour moi. Est-ce que d'ailleurs, toutes les deux, vous travaillez ensemble? Alors, on sait que Mariana ne parle pas français, donc évidemment, c'est peut-être plus difficile, mais quelle est votre relation par rapport au travail du texte en lui-même? Je peux répondre d'abord et je laisserai Bien Mariana. sûr. Oui, j'ai l'habitude d'abord, je lis d'abord le texte une première fois. Ensuite, je le traduis une première fois. Et à partir de là, je pose des questions à Mariana. Je ne vais pas la déranger pendant toute la traduction. Je ne vais pas lui envoyer un mail tous les 2 jours pour lui poser une question. J'attends d'être arrivée au bout d'une première version, d'avoir un premier tout. Et à ce moment-là, voilà, je pose des questions qui sont souvent... Alors, c'est souvent des éclaircissements, des précisions, des choses dont je ne suis pas sûre, parce qu'il y a aussi cette particularité. Je pense il y a sans doute plusieurs personnes argentines ce soir dans ce Zoom, et la langue argentine a des particularités par rapport à l'espagnol d'Espagne, par exemple, ou par rapport à l'espagnol, je ne sais pas moi, de Colombie ou d'un autre pays. Donc, parfois, j'ai besoin de précision, d'éclaircissement. Je veux vérifier des choses avec elle. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir communiquer avec elle, avec l'autrice qui est à Buenos Aires, et on peut se parler comme ça. Elle a les réponses à mes questions, et voilà, c'est une grande chance de traduire des auteurs vivants. Ça nous permet, à nous les traducteurs, voilà, de pouvoir leur poser directement des questions. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis, oui, en effet, de Mariana. Pues Mariana, la pregunta era sobre la relación y la manera que tenéis de trabajar juntas, si trabajáis juntas durante la fase de traducción del libro. Por supuesto, usted no habla francés, pero Anthony quería saber algo sobre esto, y Anne explicaba que ella suele leer el libro una primera vez, suele hacer una primera versión de la traducción y solo después empieza a escribirle para preguntar detalles o si tiene así dudas sobre detalles, pero lo hace solo en esa fase, no lo hace antes, no lo hace con un mail molestando cada 2 días, sino cuando ya tiene una primera versión. Y sobre todo pueden ser preguntas que tienen que ver con las peculiaridades de la lengua argentina, que es diferente, por supuesto, del español de España o del español de otros países de América Latina. Sí, y entonces ahora su punto de vista. Es así. Yo no hablo francés, o lo hablo muy mal, pero lo puedo leer. Y me impresionó la primera traducción, también la hicimos así. Con Anne traduce todo el libro y luego me hace preguntas puntuales, en general sobre detalles muy locales o cosas de slang, sobre todo de diálogo, de lengua muy particular de acá, o frases hechas, o cosas particulares históricas que tienen que ver con eso. Y yo pude leer la traducción de los cuentos. Aunque no puedo hablar, sí lo puedo leer. Y me impresionó, me gustó mucho, pero además me impresionó que con relativamente poca comunicación ella pudiese captar tanto muchas cuestiones. Este todavía no, no lo tengo, creo. Así que todavía no lo leí, pero creo que va a ser la misma situación, digamos, ¿no? Y para mí es muy sorprendente, porque Anne es de las traductoras más precisas que tengo en cuanto a las preguntas que me hacen, y me impresiona como la conexión. Quizá tenga que ver con que ella también es escritora, a lo mejor. Entonces hay mucho que puede intuir. Oui, c'est tout à fait comme ça. C'est vrai que je ne parle pas français, mais je peux le lire. Et c'est vrai aussi que les questions qu'elle a l'habitude de me poser, c'est des questions effectivement qui ont à voir avec des détails locaux, par exemple des expressions, des manières de dire, ou la traduction des dialogues, ou alors des éléments historiques locaux et particuliers. J'ai pu lire la traduction des nouvelles, et c'est vrai que j'ai été impressionnée
parce qu'avec le peu de communication qu'on a eu, elle est arrivée à capter les choses vraiment en profondeur. Donc, j'étais vraiment impressionnée par cette capacité qu'elle a. Ce livre, le dernier, celui-là, le roman, je ne l'ai pas encore, donc je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le faire. Et je pense que je vais avoir la même impression de son travail. Il faut dire que Anne est la traductrice, est probablement la plus précise que j'ai dans les questions qu'elle me pose pendant son travail, et ça a à voir probablement avec le fait qu'elle est écrivaine elle-même. Par rapport à par rapport au rythme, en réalité, puisque Mariana est fan de musique, elle dit même qu'elle préfère la musique à la littérature, ce qui est plutôt rare. Comment on arrive, Anne, à traduire un rythme aussi musical que celui de Mariana, puisque clairement, il y a des passages extrêmement rythmés en langue française. Je n'ose imaginer en espagnol qu'il doit y avoir également ce même rythme-là. Comment vous travaillez ça? Uniquement à Euh, l'oreille? en écoutant beaucoup David Bowie, en traduisant Mariana. Non, oui, la traduction, c'est une musique, c'est vrai. C'est de la musique. Et j'ai la chance d'être un peu musicienne aussi à mes heures. Donc, je suis très sensible à cela, au rythme. Je pense que c'est ce qui me... C'est toujours très compliqué, la fidélité, hein, au texte original. C'est tout la complexité effectivement, la complexité de la traduction, trahison, traduction. Mais pour moi, la fidélité principale, c'est vraiment le rythme. C'est essayer, donc en français, de retranscrire cette musique qu'il y a dans l'écriture de Mariana, vous allez voir tout à l'heure, si on va lire un extrait, elle va le lire en espagnol, je vais le lire en français et peut-être qu'en effet, vous allez entendre ce rythme voilà, que j'essaye de garder systématiquement. Alors oui, c'est des petits trucs de traduction peut-être, mais j'avoue que je lis beaucoup à voix haute quand je traduis. Je relis à voix haute. Je parle toute seule, en fait. Voilà, je parle toute seule chez moi devant mon texte. Je lis, je peux lire le texte en espagnol et ensuite je le lis en français. J'ai besoin de l'entendre, ouais, c'est important. Pues la pregunta, Mariana, es sobre el ritmo. Decía Anthony que sabemos que usted ama la música e incluso llega a decir que prefiere la música a la literatura. Y entonces la pregunta era cómo se traduce un libro escrito con un ritmo como el suyo. Entonces la respuesta de Anne ha sido pues, traduzco escuchando mucho a David Bowie. Y más seriamente, es verdad que el tema de la fidelidad es uno de los temas fundamentales en traducción y Anne decía que lo más importante respecto a la fidelidad está vinculado con el ritmo. Entonces, ella decía que suele leer en voz alta básicamente hablando sola, mano a mano que va traduciendo, lee en voz alta el libro para apreciar el ritmo. Yo creo que el ritmo es más importante para mí en los cuentos que en la novela. La novela hay momentos que sí tienen mucho ritmo y que los pienso como pequeñas secciones, como si fuese canciones dentro de la novela. Pero la novela es imposible, creo, es imposible mantener esa música por tanto tiempo, y más en una novela tan larga. Tiene que haber mesetas, tiene que haber momentos de diálogos, pero elegí algunas partes que tienen que ver con eso y que sí son sospecho, más difíciles de traducir porque son las más líricas, pero son partes en general más breves, ¿no? Como cuentos dentro de la novela. En los cuentos sí tienen un ritmo y tienen diferentes
algunos sont más lentos, otros más rápidos, es más claro. Alors, je crois que le rythme bien sûr est très important, mais qu'il est plus important dans les nouvelles et d'une certaine manière moins dans le roman. C'est-à-dire que il y a des parties du roman que je choisis et que je travaille justement du point de vue du rythme, euh, un peu comme si c'était des chansons, mais je pense qu'il est impossible de garder cette musique tout au long d'un roman et surtout d'un roman si long. Donc, je fais un choix, je choisis certaines parties que je travaille comme ça et j'imagine effectivement que ça doit être les parties les plus difficiles à traduire justement parce que c'est les plus lyriques. Justement, cette vie de Gaspard qui va en quelque sorte découvrir le monde alors qu'il vient de perdre sa mère, donc il a à construire tout simplement une relation également avec son père. Mais pour le coup, comment on imagine une telle filiation quand on n'y est pas forcément confronté? Est-ce que véritablement il y a quelque chose de personnel dans cette relation filiale? En tout cas, je n'ose y croire que ce puisse être le cas. C'est tellement bien fait et réalisé qu'on a du mal à imaginer que Mariana n'ait pas un rapport à la filiation aussi pointu. La pregunta es sobre el personaje de Gaspar que acaba de perder a su madre y que tiene que construir una relación con su padre. Y entonces quería saber qué parte personal o incluso autobiográfica hay en esta manera de abordar el tema de la filiación, porque está tan bien descrito que cuesta imaginar que sea solo el fruto de la imaginación y que no haya algo que usted conoce desde dentro. No, es totalmente imaginación. No, de hecho, hubiese sido a lo mejor un poco más autobiográfico si era madre e hija, ¿no? Porque es en mi caso personal es una relación más intensa, pero decidí que fuese por otro lado porque el libro no quería que se leyera en esos términos, sino en los términos de una herencia más clásica y quizá de una especie de patriarcado fallido, ¿no? Porque no son padre e hijos muy convencionales. Pero no, de verdad no hay nada autobiográfico. Puede haber algo a ver, en todo lo que uno escribe hay algo personal y que tiene que ver con la experiencia. Pero eso es diferente a que sea autobiográfico. Autobiográfico es, creo, reproducir una experiencia de vida con conciencia de haberlo hecho. En todo caso, no hay ninguna conciencia de haber reproducido en esa relación algo de mi propia vida. Alors en fait, non, il ne s'agit vraiment que d'imagination. Ça aurait pu être plus autobiographique ou plus personnel si j'avais abordé le sujet du rapport mère-fille, mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais voilà, rester sur un sujet vraiment de filiation générale. Donc il n'y a rien d'autobiographique dans le livre. Cela dit, je pense que dans tout ce qu'on écrit, il y a quelque chose de personnel et qui a à voir avec l'expérience que chacun vit. Mais c'est très différent de l'autobiographie qui consiste à raconter des expériences personnelles en étant conscient qu'on est en train de le faire. Et là, je n'ai pas conscience du fait que j'ai mis quelque chose de personnel dans ce sens-là. Rapport aux univers dont Mariana se revendique, il y a Stephen King, il y a Cormac McCarthy, le fantastique, le noir. Est-ce que ça vous permet de vous épanouir en tant qu'autrice ou au contraire, est-ce que c'est une souffrance d'écrire, un exutoire? Quel est votre rapport justement à l'écriture en elle-même? Usted habla de una afiliación justamente con autores como Stephen King, McCarthy, o sea, género fantástico. Entonces, desde el punto de vista de un autor, para usted, ¿esta es una manera de realizarse o es más bien un sufrimiento el escribir este estilo, este género? No, a mí me divierte mucho. Yo la paso muy bien escribiendo siempre. Y aunque son temas,
sea, aunque es un género muy oscuro, digamos, y son temas complejos y en muchos casos crueles, si hay algo, digamos, que de todo eso que escribí me dolió o me hizo sufrir en algún momento, ya cuando llego a la página eso está superado. Creo porque además debe estarlo, porque uno necesita esa distancia. Entonces, con mi sufrimiento, digamos, tiene que ver con lo técnico, que funcione técnicamente, o sea, con que sea, con la consistencia técnica de un texto tan extenso. Pero no, me divierto escribiendo las escenas crueles, escribiendo las escenas gore, escribiendo, no es que me divierto riéndome por la casa, pero quiero decir, no me significa para nada un sufrimiento, creo que todo lo contrario, luego con mucho entusiasmo. Non, en fait, ça m'amuse, même si c'est un genre obscur qui aborde des thèmes complexes, voire cruels. Je veux dire que non, je m'amuse en écrivant. S'il y a quelque chose qui me fait souffrir, au moment où ça arrive à la page, c'est dépassé. Il faut que ça soit comme ça pour pouvoir arriver à être retranscrit sur la page. Donc, si on peut parler de souffrance, c'est plutôt une souffrance liée à l'aspect technique, au fait qu'il doit y avoir une cohérence dans tout le roman, et sur un roman si long que ça, voilà, c'est un travail compliqué, complexe, mais sinon, je m'amuse même en écrivant les scènes les plus noires. Évidemment, je ne m'amuse pas au sens où ça me fait rire aux éclats, mais voilà, ça ne provoque aucune souffrance, au contraire, c'est plutôt de l'enthousiasme. Je reviens par rapport au personnage et notamment Adela qui pourrait peut-être s'inscrire dans une œuvre encore plus large. Est-ce que ces personnages la hantent? Est-ce que les personnages au fil de l'écriture se révèlent? Comment elle vit avec ces personnages au quotidien? Et est-ce que ces personnages-là vont potentiellement être les futurs personnages des romans futurs? Est-ce qu'elle envisage cela comme une sorte d'œuvre véritablement plus large? Vuelvo a pensar en el personaje de Adela, y entonces quería saber si los personajes pueden ser para usted una especie de obsesión. ¿Cómo vive usted con los personajes? Si los personajes se van revelando a sí mismos mano a mano que usted va escribiendo, y si los personajes que tenemos aquí pueden eventualmente protagonizar otros libros en el futuro. No creo que protagonicen otros libros en el futuro porque los tengo bastante cerrados, pero sí, son una obsesión. Para mí se convierten casi en compañeros, o sea, en gente que conozco. Conozco que les gusta, conozco cómo se visten, los conozco. Y los tengo durante mucho tiempo en mi cabeza antes de escribirlos. Pero con Adela pasó algo muy, muy raro y muy particular que nunca me había pasado antes. Je crois que non, parce que les personnages qu'on trouve dans ce roman ont complété leur parcours, mais c'est vrai que les personnages, ça devient une obsession. Je vis vraiment avec eux longtemps, ils deviennent comme des amis, je sais ce qu'ils aiment, je sais comment ils s'habillent, et donc non, mais avec Adela, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de différent, de particulier, de bizarre. Porque con Adela lo que yo necesitaba, Adela no iba a estar en la novela, nunca la pensé en la novela. Esto es muy al principio de la novela. Pero necesitaba una casa, como la novela es, como dijimos antes, sobre la herencia, otro de los subtemas que hay, o imágenes que hay, es la propiedad. O sea, hay algo de la relación con la propiedad de cuerpos, la propiedad de casas, la propiedad de dinero, digamos. Y cada una de las partes tiene una casa en particular. Para la segunda parte yo necesitaba una casa que cumpliera esta función, una casa en la que uno entrara
y nunca saliera. Es una casa como una casa que come gente, y que además fuera una casa distinta de afuera y de adentro tuviese otras características. Una casa tramposa, mentirosa. Me di cuenta que la había escrito en un cuento ya esa casa, en el cuento La casa de Adela. Y como estaba empezando la novela, me atreví a un experimento, que fue el experimento de traer la casa que necesitaba para la novela, pero también traer a la protagonista, a ver cómo interactuaba con los demás personajes y qué pasaba. Y ahí se abrieron tramas y se abrió la novela, se convirtió realmente en otra cosa, como si esa niña hubiese estado esperando para entrar a la novela, pero en principio no estaba planeado. Alors, au début, Adèle n'allait pas être dans ce roman. Et ensuite, il s'est passé quelque chose de bizarre parce qu'en fait, j'avais besoin d'une maison. Comme on disait tout à l'heure, un des sujets principaux du livre est celui de l'héritage, mais aussi celui de la propriété du corps, de la maison, de l'argent, etc. Et dans chaque partie du livre, il y a une maison. Pour la deuxième partie de ce livre, j'avais besoin d'une maison qui ait des caractéristiques particulières. Par exemple, celle en fonction de laquelle, une fois qu'on entre dans cette maison, on n'en sort plus, qu'il y ait un intérieur et un extérieur différent, une maison menteuse quelque part, qui te mange, qui mange les personnages et qui ne les laisse pas ressortir. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà cette maison, une maison avec ses caractéristiques, dans la nouvelle avec Adela comme protagoniste. Donc, j'ai voulu faire une expérience qui était celle de amener la maison dans ce roman et d'amener aussi le personnage. Donc, c'est comme ça que Adèle est entrée dans ce roman. Jennifer? Bonsoir. Voilà, et moi j'avais une petite question par rapport à la partie un peu occulte du livre, pour savoir quelles avaient été vos sources d'inspiration, parce que j'ai vu qu'il y avait des cérémonies, il est question bon, de tarot, de tout un tas de choses voilà, qui sont développées pour l'ambiance et puis pour la partie fantastique. Et donc voilà, je voulais savoir où vous aviez été chercher vos idées. Voilà. La pregunta es sobre la parte de ocultismo para saber cuáles han sido las fuentes de inspiración y dónde ha ido usted a buscar las ideas para toda esta parte de ocultismo y fantástica. Sobre la parte de ocultismo, yo siempre leí mucho de ocultismo, lo que podía leer desde John Dee y la magia inglesa sobre todo. También un poco de alquimia, todo lo que es el conocimiento oculto, ¿no? Tarot, etc. Sistemas de adivinación, un poco también de dioses paganos, etc. Y cultos, cultos antiguos, cultos paganos, etc. Y también ocultistas más modernos, digamos, ¿no? Siempre me fascinó, sobre todo desde un punto de vista estético, digamos, creo que, y desde un punto de vista narrativo. Hay ahí como hay una búsqueda de conocimiento y una búsqueda de encuentro con lo trascendente, digamos, que es diferente a las religiones o a las creencias aceptadas, que siempre me fascinó. No como practicante, pero sí como eso, como una búsqueda de un conocimiento por otras vías, ¿no? Y como no aceptado, y además como con una carga de malignidad que no tiene en muchos casos. En el caso de la novela sí lo tiene, pero bueno, porque es una novela de género. Pero solo por eso. En fait, j'ai toujours beaucoup lu
par rapport à l'occultisme et notamment la magie anglaise, mais aussi tout ce qui a à voir avec les tarots, avec les dieux païens, les cultes anciens païens justement, mais aussi l'occultisme plus moderne. En fait, j'ai toujours été fascinée par ces sujets-là, par ces thèmes, du point de vue esthétique et du point de vue de la narration, comme recherche de la connaissance, donc une recherche de transcendance différente par rapport à celle qui est proposée par les religions. Non pas que je participe à ces pratiques-là, mais ça m'intéresse du point de vue de la connaissance. Maxime Joseph, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous. Donc, j'avais une autre question qui rejoignait un peu la précédente, qui était concernant la connexion un peu de Mariana, notamment avec les croyances plus populaires liées à l'Argentine. Je pense notamment au nord-est argentin et la province de Corrientes. Et il est mentionné aussi les croyances autour des Indiens Guarani. Je voulais savoir un peu quelle était sa connexion avec ça. Et une autre petite question concernant la traduction, parce que moi j'ai lu la version espagnole, j'habite en Argentine, et j'ai cru comprendre qu'en français, elle avait beaucoup plus de pages, parce qu'il a été mentionné plus de 800 pages, je crois, en français, alors que la version espagnole en a 600 et quelques. Mais je voulais savoir pourquoi le français mettait plus de pages à traduire que l'espagnol. Merci. Entonces, la pregunta es sobre el vínculo que tiene usted con los cuentos populares y sobre todo con los cuentos populares relacionados con Argentina y con la parte nordeste de Argentina, de Corrientes, con todo lo que son los cuentos guaraní, etc. Maxime, que hace la pregunta, vive en Argentina. Y luego la segunda parte de la pregunta es sobre el hecho de que por lo visto hay más páginas en la versión francesa traducida, entonces quería saber por qué y me imagino que será más bien Anne quien va a contestar a esa parte de la pregunta. La conexión personal tiene que ver con mi abuela. Mi abuela era de Corrientes y durante toda mi infancia no solo ella me contó historias de historias populares de esa zona, muchas veces de terror también, de duendes, digamos, de sobrenaturales, llamémosla, más bien que de terror, y sobre creencias populares de esa zona. Y yo durante toda mi infancia y principios de mi adolescencia viajé mucho a Corrientes y Misiones, así que pude ver que es una zona donde esas creencias están muchísimo más presentes en la vida cotidiana que aquí más al sur, digamos, ¿no? O sea, hay dos santos paganos que sí tienen como una presencia nacional, digamos, que son Gauchito Gil y San La Muerte, y los dos son correntinos, y los dos tienen un origen que se puede trazar hasta las creencias de los indígenas guaraníes específicamente. Alors en fait, le lien, la connexion vient de ma grand-mère qui était de Corrientes et donc pendant toute mon enfance, elle me racontait beaucoup d'histoires et souvent des histoires aussi de terreur. Et en plus, pendant mon enfance et jusqu'au début de mon adolescence, j'ai beaucoup voyagé dans ces parties-là du pays où ce type de croyance est vraiment très présent dans la vie quotidienne, beaucoup plus que dans d'autres régions, par exemple beaucoup plus qu'au sud de l'Argentine. Cela dit, il y a deux saints païens, Gauchito Gil et San La Muerte, qui ont une présence, une portée, disons, nationale. Y además, y esto también creo que es importante, en la literatura latinoamericana y argentina también, hay muy poca presencia de mitos populares, creencias populares, mitos paganos, dioses paganos, creencias indígenas, cosmogonías indígenas. Creo que en parte es una cuestión de clase, como que eran las
supersticiones de la gente más, o sea, menos privilegiada, digamos, la gente que durante mucho tiempo en Argentina la literatura fue de las clases altas y medias. En algunos casos por discriminación y creo que en otros casos por ignorancia, o sea, no siempre. Y estas creencias terminaron en la antropología o en la curiosidad turística. En la antropología, por ejemplo, se les da muchísimo respeto, pero no, no habían ingresado en la literatura. Pensemos, no sé, Borges, que es el escritor más importante de la Argentina, escribió muchas cosas sobrenaturales y relacionadas con lo fantástico, y a lo mejor escribía sobre mitos de Islandia y no sobre mitos de América Latina, no solo Argentina. Pero no me interesa, a mí personalmente el rescate, no me interesa que sea un rescate forzado, sino creo que todos tenemos una conexión con esas historias. En mi caso es una conexión que tiene que ver con mi familia. Y que es momento de que esas narraciones populares entren a la literatura. No digo que estén completamente ausentes, digo que para lo ricas que son, están muy poco, muy poco representadas. Y son fascinantes, o sea, también, al mismo tiempo es muy raro, o sea, es como decir, ¿por qué uno va a dejar esto afuera? Alors, effectivement, je dois dire que dans la littérature latino-américaine et dans la littérature argentine, la présence des mythes populaires, des croyances, même des croyances indigènes, etc., c'est quelque chose qui est plutôt absent, bizarrement. Je crois que c'est en partie lié à une question de classe, c'est-à-dire les superstitions et ces croyances et ces mythes appartenaient plutôt aux classes les moins favorisées, alors que longtemps la littérature en Argentine a été quelque chose plutôt réservé aux classes les plus riches, les plus favorisées. Ce qui fait que ces mythes, ces croyances ont été plutôt étudiés par l'anthropologie ou alors c'est devenu la curiosité pour les touristes, mais ça a été très peu représenté en littérature. Et même quand on pense à Borges, qui est l'auteur argentin le plus important et qui a abordé des sujets comme ça liés aux mythes, il n'a pas parlé des mythes argentins. Alors, je pense qu'il est temps que ces mythes trouvent leur place en littérature. Je ne veux pas dire que cette entrée en littérature doit être forcée, mais moi, personnellement, je sens, j'ai cette connexion qui me vient, qui a à voir avec ma famille. Alors que, voilà, bizarrement, parce qu'en plus, c'est des histoires très riches, très intéressantes, fascinantes, voilà, elles ne sont pas suffisamment représentées en littérature jusqu'à maintenant. Et pour répondre à la question sur la longueur des textes, il y a très peu de décalage entre l'espagnol et le français, contrairement à d'autres langues. Je crois que l'anglais, par exemple, c'est beaucoup plus, il y a une vraie déperdition. Entre l'espagnol et le français, très peu. Je pense que là, la longueur du livre, c'est vraiment le choix de la police, du caractère qu'a choisi l'éditeur en français. Le Sous-sol a préféré, a fait le choix que les pages soient peut-être plus aérées, comme il s'agit d'un texte effectivement très gros, très dense, très intense. Il n'y a pas forcément des dialogues tout le temps, il y a des parties effectivement très touffues. Donc je pense qu'en français on a fait le choix de rendre le texte visuellement aussi le plus lisible et le plus agréable possible pour le lecteur. Donc c'est ça l'explication, je n'en vois pas d'autre. Superbe mise en page d'ailleurs du Sous-sol. Oui, c'est ça. Je confirme que c'était le choix et c'est parfaitement expliqué par Anne, par intuition. Mais c'était ce choix-là de la police et du format. Avant de passer la parole à Agnès, qui a une question, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe à chaque rencontre. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Ceux qui ont le livre, évidemment, vous pouvez le mettre en avant. 3, 2, 1.
Alors, je remonte juste Adrien en haut et c'est bon. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Agnès, c'est à toi. Merci. Bonsoir à vous. J'avais une question à propos de la musique. Alors, je n'ai pas encore lu le livre, mais je suis assez intriguée par le rapport avec la musique et notamment par rapport à la citation de David Bowie dans le livre. Et donc, j'ai une question un peu générale, puisque je n'ai pas encore lu le livre. Quels sont les rapports pour vous entre musique et écriture? Est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que la musique est plutôt une inspiration en dehors des moments d'écriture? Est-ce que vous avez directement été inspiré par des morceaux que vous ne citez pas, mais qui vous inspirent quant au rythme ou quant à la thématique de morceaux? Est-ce que vous écrivez sous influence de musique parfois, dans le mode ritournel ou voilà, un petit peu comme un mantra, hein, puisqu'on parle beaucoup de religion dans ce livre. Voilà, c'est toutes ces thématiques qui m'intéressent. Je suis désolée, la question n'est pas très bien construite, mais c'est l'idée générale. La pregunta es sobre la música. Dice la señora que aún no ha leído el libro, pero le llama mucho la atención el tema que se estaba comentando antes de la música, del ritmo, y entonces quería saber si hay una relación para usted entre música y literatura, y también si usted escribe escuchando música o si la música es más bien una inspiración más general, incluso anterior, y si pueden haber canciones específicas que son una inspiración. Las dos cosas, escribo escuchando música, casi siempre. A veces no elijo algo específico, pero a veces sí, como si me hiciera una especie de playlist, porque creo que hay como hay ciertas cosas que a veces escribo que siento que se corresponden con la música y me ayudan. A mí creo que en muchos sentidos me gusta más la música que la literatura, así como en la literatura me gusta más la poesía que la prosa, y ninguna de las dos las hago. O sea, no escribo poesía y no hago música. Creo que el gusto tiene que ver con que ambas las siento más abstractas y en algún sentido más misteriosas. Entonces el misterio que me trae la música, digamos, hace que a veces que la prosa fluya de una manera extraña. Yo siento que cuando estoy escuchando música recibo un dictado. Es raro lo que estoy diciendo, pero es así. En general, cuando uno escribe siente que alguien le dicta, ¿no? Escribe mucho más rápido. Es un proceso muy, muy particular. Si uno ve a un escritor escribiendo, realmente parece que le están dictando. Y con la música creo que eso se acentúa. No sé si hay canciones en particular, pero a mí me gusta el rock. Yo soy grande, tengo 47 años. Así que esa es la música de cuando yo era joven, digamos. Y el rock y sus derivados, ¿no? Rock, música country, folk, incluso un poco de rap, de funk, qué sé yo, depende. Pero toda esa cultura. Y también me inspiran mucho lo que yo llamo las mitologías del rock, o sea, las historias de los músicos, que son material para mi literatura también. Creo que ahí hay una especie de un panteón nuevo, ¿no? Como porque incluso en un recital, ¿no? Hay algo de la devoción del fan hacia el artista, por ejemplo, que me recuerda mucho un ritual. Y en ese sentido creo que hay una especie de dimensión que se relaciona con mis intereses más místicos, digamos, en la música. Alors en fait les deux, c'est-à-dire que j'écris en écoutant de la musique, alors quelquefois c'est de la musique entre guillemets au hasard, des fois par contre je me fais des playlists en fonction des correspondances que je sens entre ce que je suis en train d'écrire et ce qui peut m'aider à écrire en termes de musique. C'est vrai aussi que je préfère la musique à la littérature et en littérature je préfère la poésie à la prose et pourtant je me fais
ni de musique, ni de poésie. Mais je pense que la musique et la poésie, dans ce sens, elles sont plus abstraites, plus mystérieuses. Et c'est pour ça que je les préfère. Quand on écrit, c'est un peu comme si on faisait une dictée, comme si on nous dictait ce qu'on est en train d'écrire. Alors, ça peut paraître très bizarre, mais c'est vrai que c'est un process particulier. Et la musique renforce ce process. Donc, c'est un peu comme si j'écrivais sous dictée quand j'écris en écoutant de la musique. Et par rapport à ce que j'aime ou ce que je préfère en musique, j'aime notamment le rock. C'est quelque chose de générationnel probablement vu que j'ai 47 ans. Et c'est donc la musique qui était en vogue quand j'étais jeune. Le rock, mais aussi ses dérivés, donc le folk, le country. Et ce qui m'inspire, c'est aussi la mythologie du rock, l'histoire des musiciens, la dévotion des fans par rapport aux artistes. Je vois là une espèce de rituel, comme une dimension voilà, qui résonne avec mes intérêts mystiques. Le rock et la transition est toute trouvée pour Antoine. C'est à toi. Merci Anthony. Bonsoir à toutes et à tous. J'avais une question sur le choix de la couverture tout à fait saisissante de la version française de Notre part de nuit. Si on pouvait en savoir un peu plus sur l'histoire de ce choix, alors qu'il s'agisse d'Adrien, qu'il s'agisse de Mariana, je ne sais pas qui a été impliqué dans le processus et comment. Toujours est-il que c'est un objet, certes, peut-être un petit peu incommode à mettre dans un sac banane ou à lire dans le métro, mais absolument magnifique par son aspect. Donc, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur ce choix. Je vais peut-être répondre pour la partie française et puis Mariana complétera. Elle complétera parce que on est parti du choix de visuel de l'édition espagnole d'Anagrama, son éditeur espagnol, parce que nous aussi on a été frappés. Voilà, on voulait pas pour la première couverture, on était allé chercher une illustration qu'on avait créée, qui était une illustration qui finalement représentait un peu de ce macabre funèbre dont a parlé, macabre magique, pardon, dont a parlé Anne. Et on avait vraiment fait une sorte comme ça de ronce avec du feu dedans, et c'était finalement assez figuratif du titre. Enfin, il y avait et là, L'Ange déchu, c'est ce tableau qui d'ailleurs se trouve en France, hein, se trouve à Montpellier au musée Fabre. Nous a frappé tout de suite, et tout de suite nous a donné quelque chose de la noirceur du livre, en même temps de l'attrait immédiat et avant la lecture et après la lecture, en regardant ce visage, cette larme et ce regard furieux. Il y avait quelque chose pour nous qui disait tout ce livre, donc on n'avait pas envie de se détacher. Après, la différence, c'est que Anagrama le met dans une charte graphique dans laquelle l'illustration se trouve au centre, mais n'est pas, comme on dit, à fond perdu, totalement sur la couverture. Et là, on voulait par contre créer un objet total où l'illustration, la peinture, prenne toute la page avec le titre et le nom de l'autrice et de la traductrice en haut, mais dont on puisse se dire aussi que ça devient cet objet qu'on peut presque mettre comme un tableau dans une bibliothèque. Ça, c'est peut-être parce que je viens des éditions Alia au départ de ma carrière, et que cet aspect de visuel qui peut se détacher presque du livre à un moment est important. Donc, c'est un livre dont on est très fier dans sa fabrication, y compris toutes les étapes, parce que l'équipe de fabrication du Seuil s'est donné pleinement pour créer quelque chose avec les rabats jusque dans le papier. Enfin, ça a été vraiment très détaillé. Mais le choix du visuel, immédiatement, il est hérité de l'édition espagnole et sans doute peut-être d'une orientation de Mariana ou de l'éditeur, mais ça, elle va nous le dire. La pregunta, Mariana, es sobre la tapa del libro. Y entonces Adrián explicaba que han heredado esta imagen de la editorial española Anagrama, que había utilizado la misma imagen, que es la imagen de un cuadro, donde se ve esta cara, esta lágrima, esta mirada particular. Y entonces la diferencia respecto a Anagrama es que en el caso de la versión francesa, el cuadro ocupa todo el espacio, aparte evidentemente el título y el nombre del autor y de la traductora, y el objetivo era el de crear una especie de objeto visual que pudiese como vivir autónomamente en una librería. Es como un cuadro ya de por sí, esta tapa. Esta es la versión del editor. Ahora no sé si usted tiene algo que añadir.
No, sí que fue. Anagrama suele ser mi editorial española, suele tener mucho diálogo sobre las ilustraciones de tapa y eso, con el autor. Pero en este caso, como hay eh, tantos lugares por los que se puede interpretar el libro, yo no tenía uno muy claro y los que tenía a ellos no le gustaban. Y fue la diseñadora la que eligió esta imagen. Y a mí, aunque yo quería separar un poco la novela de lo que tiene que ver con el ángel caído y Satanás, porque no tiene que ver con eso. Sin embargo, la idea, digamos, del dolor de la caída, digamos, de los ángeles sí me pareció adecuada, además de que la imagen es muy linda. Pero fue todo mérito de la diseñadora, que leyó la novela y le vino esa imagen. Fue muy rápido, además. Alors, je dois dire que Anagram, qui est ma maison d'édition espagnole, a normalement dialogue beaucoup avec, avec l'auteur dans le choix des visuels. Mais dans ce cas spécifique, il y avait tellement d'interprétations possibles au livre que c'était compliqué de choisir une image. Et finalement, le choix de cette image a été fait par la personne qui était en charge de la maquette et qui a proposé cette image, ce visuel après avoir lu le livre. Alors, je dois dire que l'image de l'ange déchu, etc., ça ne correspondait pas tellement, à mon sens, au livre, donc j'hésitais dans ce sens-là. Mais par contre, cette représentation de la douleur m'a paru tellement appropriée qu'en fin de compte, je n'ai pas eu de doute là-dessus et que le choix s'est fait facilement et de manière rapide. Avant de passer à la lecture d'un extrait en version bilingue, pour le coup, j'aimerais connaître, Anne et Mariana, le personnage avec lequel vous vous sentez le plus proche dans le roman, dans Notre part de nuit. Est-ce qu'il y a un personnage comme ça qui vous fascine plus que les autres, ou en tout cas qui vous fait part, en tout cas, d'une imagination plus forte? La pregunta es para saber si hay un personaje en el libro que usted siente como más cercano, que le fascina más que los demás. Qué difícil, porque todos los personajes son... con todos uno tiene una relación en particular, ¿no? Pero creo que... A ver. Juan claramente es el que más me fascinó, siempre, cuando lo imaginaba. Rosario, que su mujer, fue la más difícil de escribir. Uno piensa que porque es una mujer va a ser fácil, pero no. Y Gaspar y Luis, que es el tío de Gaspar, es a los que más quiero. O sea, Juan me fascina, pero no sé si lo quiero tanto. Es así, ese es el ranking, digamos. Los demás son... Pero mi personaje secreto favorito es Stephen, que es un personaje menor, digamos, ¿no? Pero que para mí fue muy importante en la historia, porque me daba cierta... Era como la imagen de, no sé, como el hijo no querido, que de alguna manera también era una de las ideas que yo quería contar. J'ai l'impression que Mariana n'a pas choisi, hein. Alors, c'est une question très difficile parce que forcément, j'ai une relation particulière avec tous les personnages. Juan est certainement celui qui me fascine, qui m'a toujours fasciné dès le moment où je l'ai imaginé. Rosario, qui est sa femme, est certainement le personnage qui a été le plus difficile à écrire, même si c'est une femme et qu'on pourrait penser qu'en étant une femme, ça peut être plus facile, eh ben, ça n'a pas été le cas. Et puis, il y a Gaspard et Luis, qui est l'oncle de Gaspard, qui sont les personnages que j'aime le plus, parce que Juan, on peut dire voilà, qu'il me fascine, mais je ne suis pas sûre de l'aimer. Mais il y a un personnage qui est aussi très important, qui est celui de Stephen,
qui est un personnage secondaire mais important et qui représente le fils non désiré. Et voilà, c'est justement une des idées aussi que j'aborde dans le livre, donc c'est important pour ça. Et donc, la question m'était posée aussi, je Bien crois. sûr, bien sûr. C'est vrai que tous les personnages sont très attachants dans le livre et il y en a énormément. Et ça, c'est aussi une force de Mariana, c'est-à-dire que c'est comme dans les grands films, les personnages secondaires, entre guillemets, sont très importants. Les rôles secondaires sont très importants. Et souvent, d'ailleurs, on a de très très bons acteurs dans ces rôles-là. Et bien dans notre part de nuit, il y a une pléiade d'acteurs de rôles secondaires qui sont extrêmement très bien campés, très bien incarnés. On les voit, ils existent vraiment, ces personnages, ils ne sont pas là juste en figuration. Mais parmi tous ces personnages, je dois dire que j'ai, pour avoir vécu avec lui pendant de longs mois de traduction, j'ai quand même une tendresse pour Gaspard, je crois, vraiment particulière, effectivement, qui est de la première à la dernière page, sans vouloir divulgâcher bien sûr la fin du livre, mais Gaspard est quand même le personnage qu'on voit en plus évoluer, qu'on voit grandir, qu'on a effectivement, voilà, et dont on suit la douleur et la colère. C'est pour ça que moi, personnellement, je trouve cette couverture absolument géniale. Je l'adore et en effet, dans la version française pleine page, elle est tellement incroyable. D'ailleurs, effectivement, comme disait Adrien, moi, je trouve que dans une bibliothèque, on la voit, elle est magnifique. La première était très, très jolie aussi, hein, ce que nous avons perdu dans le feu, dont parlait Adrien. Mais l'ange déchu, c'est Gaspard, ça peut être Juan aussi, mais il y a toute la douleur, la colère, hein, la rage et la beauté, parce qu'il est magnifique. Il est très, très beau, comme l'est effectivement, comme le sont Juan et Gaspard que décrit Mariana. Donc, ouais, Gaspard. Moi, j'ai un petit faible pour Gaspard. Nous sommes deux. Alors, il est temps de passer à la lecture en version originale avec Mariana et le même passage traduit par Anne pour vous montrer peut-être les similitudes et le talent d'Anne Plantagenet pour traduire Mariana, notamment concernant le rythme. ¿Empiezo yo, Manuela? Sí, Mariana. Bueno. El viaje fue corto. Hasta la costanera sur, hermosa de noche, con olor a lluvia y a barro, el río oculto y silencioso dentro de la baranda de piedra. ¿Por qué la ciudad parecía estar tan lejos del río? Era extraño. Un río sin playas que chocaba contra las murallones, tan grande como un mar, sin orilla de enfrente y marrón de día, pero de noche plateado. La costanera sur con sus escaleras y faroles, las glorietas totalmente vacías, los carritos de choripanes cerrados, las 3 de la madrugada en Buenos Aires y caminar sobre el pasto y tocar las hojas de los árboles con la punta de los dedos. Poca luz salvo la luna, 3/4 partes del universo son oscuridad, había dicho su padre, y Gaspar entendía, el universo era noche, pero no todas las noches eran así, frescas y hermosas. El chofer en el auto escuchando la radio, un tango triste, todos los tangos eran tristes y caminar hasta la baranda, no hasta la orilla, porque no había orillas. ¿Por qué no se podía tocar el agua? Gaspar recordaba ríos de su infancia y las ganas de nadar de noche le acariciaron la piel. En la oscuridad no se veía la sangre en la remera de su padre cuando llegaron al río. Una brisa suave le movió el pelo y Gaspar recibió la caja con las cenizas de su madre. Era chica, como si cargara una joya. Tenía el tamaño de un cuaderno. Así era ella desde hacía años, pero Gaspar la recordó cálida, ahora tan lejana, ahora tierra ceniza, fría como la piedra de la baranda. Acá no, dijo su padre de pronto. Vamos hasta la reserva. ¿Te da miedo? Y Gaspar dijo que no, nunca tenía miedo con su padre. Podía tener miedo de él, pero no con él. A pesar de que lo sabía enfermo, le parecía invencible y peligroso. A veces los animales lastimados eran así, mucho más fuertes que cuando estaban sanos. ¿Se puede entrar de noche en la reserva?, quiso saber Gaspar. Había ido varias veces de día, con Vicky, con su familia. Todavía se estaba construyendo, o no exactamente. ¿Cómo se podía construir algo natural? Un pantano de lagunas y pastizales, lleno de animales y caminos de tierra que terminaba en el río.
desde donde sí se podía llegar al río. Lo estaban convirtiendo en un lugar protegido para pasear, pero también para que vivieran los animales, y de noche se cerraba, creía Gaspar, con rejas altas. Vamos a ver, dijo su padre, y cuando llegaron a las rejas cerradas con candado, le dijo, pasá, hijo, pasá si podés. Y Gaspar, confundido, le devolvió la caja donde estaba su madre, y cuando intentó empujar la puerta, se dio cuenta de que no necesitaba una llave, que si quería abrirla sencillamente la abría. ¿Y cómo era posible? Eso no había manera de entenderlo. Pero de pronto la reja estaba abierta y solamente la había tocado. Y había pensado en que podía abrirla. Y su padre lo siguió sin decirle nada, como si fuese lo más normal del mundo. Y del otro lado, entre pastos altos y sobre un camino embarrado, los charcos brillantes como espejos bajo la luna. Le tomó la cara entre las manos, se agachó para mirarlo a los ojos y le acarició el pelo. La caja estaba en el suelo entre los dos. Y le dijo, tenés algo mío, te dejé algo mío, ojalá no sea maldito. No sé si puedo dejarte algo que no esté sucio, que no sea oscuro, nuestra parte de noche. Merci Mariana. Et Merci, peut-être Mariana. une précision sur le passage, voilà. Oui. Vous avez vu le message, Alors, c'est bon. C'est un passage, dans l'édition française en tout cas, qui est à la page 336-337. Je précise que c'est un très joli extrait qu'elle a choisi, Mariana. C'est un passage extrêmement poétique, très sensible, très tendre, très triste aussi. C'est le moment où Gaspard, avec son père, entre de nuit dans un parc qui est fermé pour aller verser les cendres de la mère de Gaspard, donc verser les cendres de Rosario. Donc ils entrent dans ce parc et c'est un moment crucial dans le livre parce que c'est pendant cette nuit-là, pendant cet acte-là que Gaspard va découvrir, va avoir la confirmation qu'il a des pouvoirs magiques lui aussi. Donc en français, ça donne ça. Pardon Anne, avant que vous débutiez, mais Manuela doit partir, donc je préfère la libérer avant pour qu'on la remercie de sa traduction de Mariana. Donc merci Manuela. Merci à vous, un merci plaisir. Infiniment. Merci. Merci. Gracias, Mariana. Au revoir Manuela. Un honneur. Pardon. Alors, à vous Anne, pardon. Le trajet fut court jusqu'à la Costanera Sur, magnifique de nuit, avec une odeur de pluie et de terre, le fleuve sombre et silencieux derrière les grands murs en pierre. La ville paraissait être si loin du fleuve, c'était étrange, un fleuve sans rive qui venait frapper contre les murs, aussi grand qu'une mer, marron le jour, mais argenté la nuit. La réserve écologique de la Costanera Sur, avec ses monuments et lampions, ses gloriettes, ses stands de marchands ambulants fermés, était totalement déserte. Il était 3 heures du matin à Buenos Aires. Marcher sur l'herbe, toucher les feuilles des arbres du bout des doigts. Peu de lumière à part la lune. Les 3/4 de l'univers sont noirs, avait dit son père. Gaspard comprenait, l'univers c'était la nuit. Mais toutes les nuits n'étaient pas comme celle-ci, fraîche et belle. Le chauffeur dans la voiture écoutait la radio, un tango triste comme tous les tangos. Marcher jusqu'au garde-fou, non jusqu'à la rive, puisqu'il n'y avait pas de rive. On ne pouvait pas toucher l'eau. Gaspard se souvenait des fleuves de son enfance et, cette nuit, il ressentit le désir de nager. Dans l'obscurité, on ne distinguait pas le sang sur le t-shirt de son père. Quand ils arrivèrent près du fleuve, une douce brise agita les cheveux de Gaspard. Juan lui donna l'urne contenant les cendres de sa mère. Elle était petite, comme une boîte à bijoux, la taille d'un carnet. Voilà ce qui restait de sa mère depuis des années. Gaspard se souvenait de sa chaleur, à présent si lointaine. À présent, terre, cendre, froide comme la pierre des murs. « Pas ici, dit soudain son père. Allons dans la réserve. Tu as peur ?» Non, dit Gaspard. Il pouvait avoir peur de son père, mais jamais avec lui. Bien qu'il le sût malade, Juan lui paraissait invincible et dangereux. Parfois, les animaux blessés étaient comme ça, beaucoup plus forts qu'en bonne santé. « On peut entrer la nuit dans la réserve ?» interrogea Gaspard. Il était venu plusieurs fois, de jour, avec Vicky et sa famille. Elle était toujours en travaux, du moins s'il était possible de construire quelque chose dans un endroit aussi sauvage, un marécage de lagunes et de pâturages peuplés d'animaux, traversés par des chemins de terre délimités par le fleuve. Au fond de la réserve, oui,
on pouvait accéder au fleuve. Ils étaient en train d'en faire un lieu protégé pour les promenades et aussi pour que les animaux puissent y vivre. Mais la nuit, c'était fermé par de hautes grilles, croyait se rappeler Gaspard. On va voir ça. Entre, mon fils, entre si tu peux, lui dit son père quand ils arrivèrent devant les grilles. Troublé, Gaspard lui rendit l'urne où se trouvait sa mère et tenta d'ouvrir la grille. Alors, il s'aperçut qu'il n'avait pas besoin de clé, qu'il pouvait simplement l'ouvrir s'il le voulait, même s'il ne comprenait pas comment c'était possible. Il toucha la grille qui s'ouvrit, après qu'il eut pensé en effet qu'il pouvait le faire. Et son père le suivit sans rien dire, comme si c'était parfaitement normal. De l'autre côté, parmi de hautes herbes et sur un chemin boueux, avec des flaques brillantes comme des miroirs sous la lune, Juan s'accroupit pour le regarder dans les yeux. Il prit son visage entre ses mains et lui caressa les cheveux. L'urne était posée par terre entre eux. « Tu possèdes quelque chose à moi, dit-il. Je t'ai laissé quelque chose. J'espère que ce n'est pas maudit. J'ignore si je peux te donner quelque chose qui ne soit pas souillé, qui ne soit pas obscur, notre part de nuit. » Lu par Anne Plantagenet, euh, du livre. On pourrait vous écouter en effet longtemps. Merci. Merci à toutes les deux. J'ai peut-être une dernière question, mais par rapport à son actualité, à Mariana, par rapport à son prochain roman ou nouvelle ou poésie, je ne sais pas. Poésie, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais est-ce que Adrien, est-ce que Anne, vous avez tout simplement oui dire d'un prochain ouvrage? Alors, est-ce que j'ai le droit de le dire, Adrien? Oh, oui, bien sûr. J'ai le droit de le dire. Oui, oui, nous allons traduire en français un roman précédent de Mariana, dont elle a parlé tout à l'heure. Elle avait écrit des romans avant. Nous l'avions lu à l'époque avec Claire Docero. Après avoir publié les nouvelles, nous avons adoré ce roman qui s'appelle Los peligros de fumar en la cama. Donc, en français, ça serait Les dangers de fumer au lit, au lit. Voilà, on va réfléchir au titre en français. Et nous avions lu ce livre, mais à ce moment-là, on savait que Mariana était en train d'écrire Notre part de nuit. Elle était en écriture et c'est vrai qu'on a préféré attendre la nouveauté, comme on dit, donc Notre part de nuit. Mais le prochain arrive, donc je vais entrer en traduction dans quelques temps. Et je ne sais pas, Adrien, quand tu l'as prévu en publication, mais il y aura un prochain Mariana Enriquez. Voilà. De mémoire que c'est en avril 2023. Il faut savoir que ce roman, il a été publié récemment aussi en Angleterre. Il a été finaliste du Booker Prize. Booker Prize qui est revenu à David Diop, mais elle était finaliste. Très bien, c'est une très bonne nouvelle. J'entends un bouchon de champagne derrière. Donc en effet, oui. le timing était parfait. Le timing était parfait. Il est temps de vous remercier tous les quatre avec Manuela. Merci infiniment pour cette rencontre. J'espère qu'on pourra recevoir Mariana à nouveau et peut-être en France avec un immense plaisir. Donc merci à tous les quatre. Merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Merci. Merci tout simplement. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir Anne, Mariana. Au revoir Adrien. Au revoir, Anne. Au revoir tout le monde.